écoutez Rendez-vous sur M, un petit radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à nouveau ce mercredi pour votre Café Presse politique, votre rendez-vous de tous les mercredis 17h afin de débattre de l'actualité de la semaine. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Abdelhak Mellah, avocat. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Et Monsieur Lazhari Lafter. Il refuse à chaque fois que je l'appelle Monsieur Lazhari Lafter, donc journaliste, poète, beaucoup d'ouvrages. Novembre, mon amour, journaliste algérien, entre le bâillon et les balles. On s'est débarrassé des balles, il reste les bâillons. L'Arouat, la ville assassinée, ou le point de vue de Fromentin, qui a beaucoup aimé l'Algérie. Merci infiniment, Monsieur Lazhari, d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Madame Bouraoui. Merci beaucoup. Merci. Donc, sans plus tarder, on revient juste après l'édito de Sophia Harris. La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Une semaine à l'image de l'automne mélancolique. Amiché Tahar, Maouch Farid, Moulouj Mohamed, 3 détenus d'opinion grévistes ont été transférés de la prison de Koléa vers 3 autres prisons, Enoussara, Blida et Bourj Bouarerij. Et ce suite à une grève de la faim. Un procédé déjà appliqué par le passé et qualifié alors par les défenseurs des droits de l'homme d'arbitraire. Aussi on déplore l'état de santé inquiétant du jeune Brahim Telmit, emprisonné à Betna, et ce depuis plus de 11 mois. Où sont les partis politiques de l'opposition ? Que font les représentants du peuple? À l'heure du fameux Lamm Shaml, les prisonniers d'opinion sont-ils les laissés pour compte? Toute la presse en parle, le discours du président Tebboune entre bilan et annonce de nouveaux projets. On retiendra une phrase adressée au Wali: il ne faut pas avoir peur, il faut oser prendre des décisions. Il a surtout été question de la gestion des wilayas et des communes avec une nécessité de performance, une décentralisation des prises de décision des Walis avec des missions et des prérogatives claires. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est la hausse des allocations de chômage pour les demandeurs d'emploi et les promesses de revoir la paye des enseignants à la hausse. Pourquoi cette dichotomie dans le discours d'El-Mouradia entre projet fédérateur et ambitieux et gestion par la peur? Et on passe à l'international. L'Europe, encore une fois, face à ses vieux démons, montée des partis de l'extrême droite avec la victoire du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, aux législatives italiennes. À l'Est, ce n'est pas mieux. En Iran, violente manifestation, un peuple pris en otage. Difficile de deviner ce qui s'y passe. Internet et moyens de communication coupés, même plus d'accès au VPN. Rappelons que ces manifestations sont venues en réponse à l'assassinat de Mahsa Amini par la police des mœurs religieuses pour port de hijab mal ajusté. Elle avait à peine 22 ans. La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Elle avait à peine 22 ans, la jeune Iranienne qui a été assassinée. Ça nous rappelle de très mauvais souvenirs, hein, les assassinats pour non-port de voile. Merci à M. Khadi de nous rejoindre également. Donc, nous allons d'abord aborder le sujet des détenus d'opinion. Cette semaine a été riche, encore une fois. Hein. Djidjel Aziz Abdeslam, 6 mois ferme pour atteinte à l'unité nationale pour des publications Facebook. Babelwed, le procureur a requis 18 mois de prison à l'encontre de Bourzeg. Ouedsouf Ammar Mihi écope de 18 mois, dont 6 mois ferme. Il a été libéré hier, donc après ces 6 mois de prison. Bouirast, un militant MDS, Yassine Merikesh, et 6 autres citoyens qui ont été... leur jugement a été reporté. Ain Defla et j'en passe, donc toutes les wilayas sont concernées. Et le procès également de M. Atman Mahzouz, président du RCD, qui a été reporté pour le 24 octobre. Mais l'information, cette semaine, c'est le transfert donc, des détenus en grève de la faim. En grève de la faim, ils ont été transférés. Monsieur Mellah, donc vous en tant qu'avocat, est-ce que ces transferts sont légaux, transférer des détenus parce qu'ils ont commencé une grève de la faim? Justement, sur un plan strictement juridique, la question du mouvement des détenus, elle est expressément réglementée par le Code de la réforme pénitentiaire. Il y a 2 cas qui sont prévus, uniquement 2 cas. Le premier, c'est l'extraction des détenus pour les faire comparaître devant les juges. Donc, c'est le fait de faire sortir des détenus
pour qu'ils soient jugés. C'est le premier cas. Donc il s'agit de détenus non encore jugés définitivement. Le deuxième cas, par contre, il concerne les condamnés définitivement. Là, on parle de transfèrement de détenus. Donc, par voie de conséquence, faire bouger les gens, transférer des gens qui ne sont pas condamnés définitivement, qui sont censés être sous les mains du juge instructeur, est tout à fait illégal. Il ne repose sur aucune base légale. D'abord, c'est un dysfonctionnement sur le plan de la gestion de la chose judiciaire. Deuxièmement, c'est une atteinte tout à fait réelle aux droits des détenus. Aux droits des détenus. Monsieur Lazhari, peut-être les Mechamel, on ne le voit pas trop sur le terrain en ce moment parce que les pressions n'arrêtent pas contre ces détenus pour des publications Facebook, parfois pour des partages. Oh, je crois que cette histoire de l'Mchem, c'est une vieille histoire. Et il ne faut plus en parler. Au départ, beaucoup de gens ont cru, se sont fait une illusion en se disant que c'était quelque part un appel ou une forme de volonté politique du pouvoir pour aller vers ce qui a toujours été demandé, c'est-à-dire vers l'apaisement. Ce n'est pas du tout le cas, puisque ce à quoi on a assisté, c'est plutôt une recomposition des différents clans du pouvoir. On a assisté à une sorte de lemchem, le terme est difficilement traduisible en français, entre les gens du clan. En fait, le système a pris du temps pour se recomposer, se réinstaller et revenir avec plus de force. Donc les gens qui ont pensé que le Mchev voulait dire l'apaisement et qu'on allait donner un signal très fort à la société parce qu'on allait libérer les détenus d'opinion, les 300, et je les appelle par le nom, c'est détenus d'opinion et non pas autre chose. Et certains sont allés plus loin en disant ça pourrait toucher éventuellement aussi des gens concernés par les années 90, parce que ce qui s'est passé dans les années 90. Mais en fait, il n'en est rien. Ceux qui ont été libérés, je crois que le chiffre a été donné quelque chose comme 14 ou 15 000, ce sont des détenus de droit commun. Mais les détenus d'opinion croupissent toujours en prison et on ne voit pas jusqu'à aujourd'hui comment dire, de signe ou de signal fort pour aller vers cet apaisement. Au contraire, puisque ce qu'on vient de citer comme exemple montre que ça va complètement à contresens, le transfèrement des trois Mohamed Mouloudj, le journaliste, de Koléa à cause de la grève, enfin pour casser la grève de la faim et pour que ça ne fasse pas de tache d'huile. C'est une pratique très très connue, ce n'est pas la première. Et on va entendre de manière très claire que c'est complètement illégal. Mais est-ce que ce pouvoir respecte la légalité ou respecte les lois? Oui, et puis ça nous rappelle parfois des fins tragiques comme celle du docteur Fakhar. Monsieur Khadib, pourquoi ça continue comme ça? Est-ce que c'est parce qu'on voudrait que ça serve d'exemple, parce que les prochaines élections aussi commencent à approcher? Pour ce calendrier électoral, je pense qu'il n'y a pas d'échéance suffisamment proche pour justifier la poursuite de cette politique. Par contre, moi j'ai envie de me mettre un peu dans la situation des grévistes de la faim. Moi j'ai été étudiant détenu en 1981, 8 mois de prison. On n'a pas été jugé pendant 5 mois, on était à 22 étudiants du printemps berbère. On a fait une grève de la faim. Et au bout du 5e jour, le procureur de Harrach est venu nous rendre visite à l'intérieur de la prison. La pratique. Absolument. Et on a obtenu l'enrôlement de notre procès dans les 10 jours. On l'a obtenu, on a été jugé en première instance au bout de 10 jours. C'était un mouvement positif. Finalement, il nous a rapporté quelque chose. Aujourd'hui, la pratique, je raconte cette péripétie pour comparer. La pratique, c'est quand des détenus font la grève de la faim, on essaie de casser la dynamique parce qu'ils sont ensemble, donc il y a une dynamique de groupe, ils se portent solidarité les uns les autres, etc. Donc on les disperse. En fait, la logique, c'est de les disperser pour que chacun se retrouve isolé dans un nouveau contexte et il n'aura plus d'informations sur ce que font les autres. Il faut quand même rappeler du point de vue des détenus que moi j'essaie de me mettre à leur place, c'est terrible, parce qu'au printemps dernier, vers le mois de mai-juin, tout le monde s'attendait à une amnistie le 5 juillet. Tout le monde avec cette histoire de l'Mchem. Et donc je me mets à la place de quelqu'un qui est un détenu politique, qui s'attend à ce qu'il soit libéré. Ensuite, nos amis avocats, militants de droits de l'homme, etc., ont fait avancer cette idée que peut-être qu'ils ont différé
cette mesure d'élargissement pour l'offrir en contrepartie ou avant la visite du rapporteur de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Et donc, ça s'est reporté sur le 15 septembre. Il y a eu de l'attente. Et on sait ce qui est arrivé. Cette visite a été annulée à la demande de l'Algérie. On dit reportée. Bon, c'est la 5e fois qu'elle est reportée. Et c'est le mouvement de grève de la faim a démarré à ce moment-là. Il a démarré à ce moment-là. On ne sait pas s'ils allaient le faire en dépit de la visite ou c'est parce que la visite n'a pas eu lieu qu'ils l'ont fait. Mais c'est quand même un niveau ça montre le désespoir de ces militants-là. Et avec quoi en Bashi Wajouhum, avec cette mesure de transfèrement qui est, comme vient de le dire Maître Mellah, tout à fait illégale. Ça dit beaucoup de choses sur, on va dire, le caractère, l'addiction qu'a développé le régime vis-à-vis de la répression. En fait, aujourd'hui, il carbure à la répression. Et derrière ces détenus, il y a des familles, il y a des enfants. Lire l'épouse, par exemple, de Mouloudj tous les jours, avec ses 3 enfants, elle met des vidéos, leur papa leur manque, et c'est plein de familles, ce sont des pères de famille, ce sont parfois des parents aussi qui souffrent, c'est-à-dire il y a des familles derrière, les transférer comme ça, donc après ça veut dire que c'est pousser la famille à faire des trajets parfois très très longs pour pouvoir voir. Est-ce que ce transfert veut dire que les procès vont être jugés encore plus loin que... Parce qu'ils sont à chaque fois... On voit bien qu'il y a constamment des reports de procès. Vous savez, ce genre de procès obéissent généralement à des calendriers politiques essentiellement. Mais je reviens juste à cette question des transfèrements illégaux. C'est pour dire que c'est une sanction dans la sanction. C'est une sanction pénitentiaire dans le cadre d'une sanction judiciaire elle-même qui ne répond pas bien sûr au principe des droits de l'homme. Il faut revenir peut-être en amont pour dire même les textes d'incrimination, il faut le répéter, que c'est des textes qui ne sont pas conformes à la Constitution et aux standards internationaux. On imprime la pensée, on imprime l'expression politique d'adversaire. Ça veut dire qu'on vise essentiellement à éliminer des gens. Au lieu de voir dans ces gens-là des adversaires politiques, on les considère comme des ennemis à éliminer carrément. Donc pour le transfert, je reviens à 80, puisqu'il nous rappelle le transfert de l'histoire de 80, à cause de l'emprisonnement de certains détenus à Batna, il y a une famille qui a été décimée, je crois, en cours de route. Et bien c'est la même chose actuellement aussi. À chaque fois que les distances s'allongent, c'est une peine supplémentaire pour tout l'entourage des détenus, en termes financiers et en termes de coûts humains, surtout. Pardon. Je voulais juste ajouter qu'en plus des peines évoquées, la peine dans la peine ou les peines dans les peines, quand on s'exprime avec les mots et on dit détenu d'opinion, ou on cite un nom de journaliste ou de détenu d'opinion, c'est comme les numéros. Quand on parle de victimes, on dit il y a eu... pendant tel tremblement de terre, 10 000 personnes, mais ça ne nous touche pas parce que ces 10 000, c'est un chiffre pour nous. Mais quand on dit détenu d'opinion, derrière, ce sont des souffrances qui sont terribles. D'abord, quand on parle de détenus d'opinion, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas 300 personnes, mais que si on prenait une moyenne, par exemple, en termes de famille ou de pyramide de famille, si on prenait rien qu'un chiffre symbolique de 5 personnes par famille, il faut multiplier 3 par 5, ça fait 1500 personnes. 3 fois 5, 15, ça fait 1500 personnes. Quand vous ajoutez l'entourage, le travail, les amis, les étudiants, tous les gens que ces gens connaissent, un peu comme la dynamique de Facebook, vous arrivez très facilement à 10 000, 15 000 ou 20 000 personnes qui sont continuellement dans l'attente de la libération. Dans la souffrance. Oui, et dans la souffrance. La souffrance de l'attente, la souffrance que donne l'espoir qui est déçu, la souffrance des déplacements, la souffrance en termes financiers, etc. etc. Et rajoutez à cela les conditions terribles de détention dans nos prisons. Ce ne sont pas des prisons où, comme au Canada ou aux États-Unis. Les prisons algériennes sont des prisons terribles. Et j'imagine que personne ne souhaiterait que quelqu'un connaisse cette expérience de la prison un jour. C'est absolument terrible. Et comme dans mon esprit, moi, on parle du transfèrement,
d'El Kolea à Ain Ain Oussara, à Blida. qui est à 200 km d'Alger. Pour moi, une prison, c'est une prison. C'est que dans mes souvenirs, ça revoit quelque chose de terrible. Mon beau-père, qui était un moujahid, a fait toutes les prisons d'Algérie. Il a connu des souffrances horribles dans toutes les prisons d'Algérie, entre autres Ain Oussara, qui s'appelait Paul Cazer. Comme Abdelhamid Où se Bouzine trouve a Mohamed connu Mouloud, la prison qui n'est pas très très loin. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça qu'il faut imaginer, qu'il faut avoir constamment en tête. Et ce qui me fait, et je termine, c'est ça, le plus mal au cœur aujourd'hui, c'est que malheureusement, la solidarité ou les soutiens ont régressé, ont diminué. On en parlait au moins avant, dans les journaux, dans les réseaux Tout à sociaux fait, aujourd'hui. tout à fait. Aqadi Hassan a parlé de laisser pour compte, je crois que c'est vous, je ne me rappelle plus. C'est la chronique de Harris. Ah, c'était Oui, c'est- Sophie. Et voilà, on a l'impression que ces gens sont abandonnés, et ça, c'est terrible. C'est terrible. Moi, je voulais juste préciser pour qu'on ne pense pas qu'on défende juste notre boutique, détenus politiques, Hirak, proche du Hirak, etc. Le caractère illégal, en fait, renvoie au caractère punitif de cette sanction dans la sanction. Des détenus qui ne sont pas des détenus du Hirak, comme Ahmed Ouihia, a été déporté à Abada, et tout le monde sait toute la sympathie que j'ai pour Ahmed Ouihia, c'était tout à fait illégal parce qu'il était encore concerné par des appels injustes et ne devait pas être, tout simplement parce qu'il avait évoqué, pour la première fois, quand il a compris que de toute façon ça ne changerait rien à son sort, il a dit c'est pas normal, on a ouvert tous les dossiers de la corruption, sauf celui du secteur de l'habitat. Il s'est retrouvé à la Badla. Et Anis Rahmani aussi, qui a eu maille à partir directement avec la personne d'Al-Majid Tebboune, il a été jugé en appel il y a 2 jours, confirmation des 10 années de prison ferme, ce qui, Par de mon point de vue, visioconférence. voilà, par visioconférence, à partir d'où? Le Mnia. Le Menia, exactement. Voilà. Il est à Al-Mnia, à 800 km d'Alger, alors qu'il est toujours concerné. C'est inacceptable. Nous, on a parlé des grévistes de la faim, mais cette procédure est une procédure qui, en fait, rappelle la période coloniale et rappelle la détention de Msali Hadja Qsar Chilala ou celle de Bourguiba à Bourg Amar Driss. C'est une pratique coloniale. C'est une pratique coloniale. Pourtant, le discours du président de la République est venu avec plein de promesses, mais pas celle de la libération malheureusement des détenus d'opinion. Qu'avez-vous retenu de ce discours, Monsieur Lazari? Alors, je n'ai pas suivi le discours en direct, parce que je regarde peu la télévision. Je m'informe essentiellement sur les réseaux sociaux. Je l'ai suivi par la suite, puisqu'il est largement partagé sur les réseaux sociaux. J'ai suivi tout le discours, enfin, je l'ai écouté attentivement, parce que c'est important, le discours du chef de l'État. Il engage un pays, il nous engage, nous, en tant que citoyens, ainsi de suite. Beaucoup de choses. C'est d'abord dans un cadre politique, c'est un rendez-vous quasiment annuel, les walis, les recommandations, et ainsi de suite. Donc je passe sur beaucoup de points qui ont retenu mon attention. Je garderai deux points. Et je parlerai d'un seul d'ailleurs. Le premier point, c'est que le chef de l'État a dit de manière très très claire, je le cite parce que pour ne pas me tromper, qu'on ne dise pas que j'ai déformé les propos du chef de l'État, il a dit, je crois, il a dit en français, parce qu'il est sorti du discours en arabe pour le dire en français, parce que c'est difficilement disable en arabe, le citoyen est l'alpha et l'oméga de la République populaire et démocratique. L'alpha et l'oméga. C'est-à-dire ce qu'il y a dans un pays de plus important, qui est essentiel, qui est fondamental, qui est la raison de l'État, la raison de la République, la raison de tout, c'est le citoyen. Alors moi je dis simplement, s'il est l'alpha et l'oméga, pourquoi ce citoyen aujourd'hui ne dispose pas de tous ses droits? Pourquoi ce citoyen n'a pas droit, par exemple, à la libre parole dans ses télévisions et ses radios publiques? Pourquoi ce citoyen n'a pas le droit à des débats contradictoires dans ses télévisions, parce que c'est les siens, et ses radios? Pourquoi est-il obligé d'aller s'informer sur des télévisions qui sont à l'extérieur, basées à l'extérieur? Je n'en évoquerai aucune, mais tout le monde sait à quoi je pense. Ou bien va s'informer sur les réseaux sociaux. Pourquoi n'a-t-il pas ce droit? Pourquoi ce citoyen n'a pas le droit de sortir dans la rue, comme ça existe dans tous les pays civilisés, et de protester ou de manifester de manière
pacifique. C'est un droit et garanti par la Constitution. Constitution, tout à fait. Pourquoi ce citoyen n'a-t-il pas le droit de s'organiser? Et pourquoi, quand il s'organise, on lui refuse, alors que la Constitution dit sur simple déclaration, la nouvelle Constitution, on refuse de lui reconnaître l'association ou l'organisation? Je prends un exemple, c'est l'organisation des retraités, le syndicat des retraités, qui attend toujours son agrément, qui l'a pas. Pourquoi ce citoyen qui est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qui est tout, quand il sort à l'étranger, une fois par an, quand il peut sortir, ce qui n'est pas toujours le cas, il a droit à moins de 100 euros. Et je sais de quoi je parle, parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis parti en Tunisie, on m'a donné 95 euros. 95 euros. Si c'est ça l'alpha et l'oméga du citoyen, moi, je demande à voir. Et on peut citer beaucoup d'autres exemples. Il faut que les paroles, que le discours politique soit en adéquation avec la réalité et soit en adéquation avec la pratique, ce qui n'est pas le cas du tout. La deuxième chose que j'ai retenue, et je terminerai sur ça, c'est par rapport à ce chiffre qu'on cite souvent. Là, je m'exprime en tant qu'ancien journaliste, qui était vice-président du Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie des journalistes algériens qui n'existe plus, qui était vice-président du syndicat national des journalistes, le SNJ, qui était responsable du bureau d'Alger pour le Maghreb de la Fédération internationale des journalistes, c'est-à-dire l'une des plus grandes, sinon la plus grande organisation de journalistes dans le monde, 500 000 journalistes. Elle regroupe 500 000 journalistes, 180 journaux. On cite souvent ce chiffre-là, 180 journaux pour justifier. Mais c'est comme la rentrée scolaire, quand on dit 6 millions, 8 millions d'élèves qui sont rentrés, mais c'est très bien la quantité, mais la qualité, elle est où? Alors, concernant les 180 journaux, moi je demande simplement une chose, en tant que citoyen alpha et oméga, et dans le cadre de la transparence, premièrement, que le ministre de la Communication nous donne la liste des 180 journaux publiés pour que le citoyen alpha et oméga sache quels sont ces journaux, dans quelle langue, et deuxièmement, quel est leur tirage, parce que ce sont des journaux qui sont tirés très souvent sur du papier payé en devise forte par l'État et soutenu par l'État. Donc, quels sont les tirages de ces journaux? Et la dernière chose, pourquoi dans ces 180 journaux qui sont essentiellement publics et parapublics, puisqu'il n'y a plus de presse libre aujourd'hui en Algérie, le Manchar a disparu depuis très très longtemps, je veux juste savoir pourquoi le traitement de 2 collèges. Pourquoi on donne de la publicité à certains journaux dont on ne connaît même pas le concept. Je prends cette fois concret, avant de venir à cette émission, j'ai acheté, ça fait longtemps que je ne les ai pas fait, 4 titres. Et ce n'est pas pour incriminer les dirigeants de ces titres ou ces titres, j'ai du respect pour eux tous. Je prends un journal très très connu, c'est le Moujahid, évidemment. Je salue mon ami Mohamed Koursi pour ce qu'il essaie de faire dans ce journal. 8 pages de publicité. 8 pages de publicité. Je prends un deuxième journal qui s'appelle L'Expression. J'aurais pu prendre d'autres, c'est ce que j'ai trouvé dans le kiosque. 6 pages de publicité. Je prends un journal qui s'appelle, que je vois pour la première fois, je ne sais pas s'il... qui s'appelle l'Algérie d'aujourd'hui, le quotidien... On le voit pour la première fois, nous aussi. Le quotidien de l'information. 2 pages. 16 pages, le total, et 2 pages de publicité. Tout ça, c'est l'ANEP, c'est l'ANEP qui le donne. Dernier journal. Celui-là, on le connaît, 0 page. À très fort tirage, 0 page. 0 page. Je veux juste que le ministre de la Communication m'explique... Avec les journalistes en grève de la faim, m'explique cette pratique. enfin, non payés depuis... Grève de travail et non pas être payés depuis 7 mois. Oui, un discours donc où M. Tebboune s'adresse au Wali, M. Qadi s'adresse au Wali, il tente de les faire bouger, de les faire travailler, de les faire signer, parce qu'ils sont frileux, et il leur dit, des gens vous disent que si vous faites quoi que ce soit, ces gens-là vont partir dans 2-3 mois, et vous allez vous retrouver en prison. Oui, pour moi, c'est la phrase de l'année, politique de l'année. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on est? On est à 3 mois au-delà du mi-mandat. On est d'accord? Il y a même certains plateaux, le 5 sur 5 de la semaine dernière, ici, autour de Linda Abou, qui a commencé à évoquer le 2e mandat de Abdelmadjid Tebboune. Mais au milieu du 1er mandat, de quoi se rend-on compte? On se rend compte que le président est obligé, 27 mois après avoir pris ses fonctions,
de lutter contre la grève des signatures des walis. C'est-à-dire, en fait, on a un président qui n'arrive pas à mobiliser son administration. En fait, on savait, le problème existait, on a fait des papiers dessus, dans Maghreb émergent, etc., depuis très longtemps. Et il s'avère que c'est toujours pas réglé. Ça vient un peu nous titiller ici sur ce plateau, parce que l'une des dernières émissions qu'on avait tenues à l'ère de Khaled Rani, je crois, l'été dernier, c'était la crise est-elle derrière le régime, peut-il considérer que la crise est derrière lui, qu'il a résolu son problème de crise. Abdelmadjid Tebboune est venu nous dire que non. On s'est posé aussi la question si c'était consolidé dans son pouvoir. Bon, il a beaucoup bombé le torse parce que le prix du pétrole était haut. Je dis était parce que depuis qu'il a parlé, il a perdu presque $10 le prix du pétrole. Mais bon, pour dire, ben, on a reconstitué une économie, les gens qui ont misé sur la banqueroute, etc., bon, ils se sont trompés. Mais l'information, pour l'analyse politique, c'est qu'il n'arrive toujours pas à diffuser de la confiance. Et la phrase, elle est très parlante. La phrase, c'est « Et donc on a enlevé les 16 walis, notamment les 16 walis, parce qu'ils ne délivraient pas, parce qu'ils ne signaient rien, parce qu'ils avaient peur et ils ne s'engageaient pas, etc. Ça m'a beaucoup intéressé. Tout s'est joué dans les 10 premières minutes, parce que le reste, il peut tout promettre. 9 millions de tonnes de céréales produites en Algérie, tout. On peut tout promettre. Même rejoindre le BRICS, le problème n'est pas là. La question c'est, est-ce que tu arrives à mobiliser ton administration ? Et moi, j'ai envie de dire, c'est ça qui m'a interpellé, c'est qu'il avait son Premier ministre à côté de lui, il y avait tout le gouvernement en face de lui, c'est que les premiers à ne pas signer, ce sont eux. Ben Abdelrahman ne signe pas grand-chose. Les ministres ne signent pas grand-chose. Pourquoi parler avec les walis? Réussis à faire engager tes ministres sur les dossiers. Je reviens toujours au dossier de l'industrie, à l'agrément pour devenir juste concessionnaire et importer des voitures, ou à investir dans l'assemblage. Et pas seulement de l'automobile, hein, l'assemblage de l'électronique blanc, des portables, tout ça a été fait en mode assemblage et a été stoppé avec l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune, et on n'a toujours rien. Donc personne ne veut s'engager. Jusqu'au poste le plus proche de lui, celui d'Abdelrahman, Ben Abdelrahman, personne ne veut s'engager. Donc moi j'attends qu'il diffuse déjà de la confiance auprès de ses ministres avant de pouvoir mobiliser ses... Près de ses plus proches avant d'en arriver au Wali. Donc, M. Mellah, il déclare que les erreurs administratives doivent être réglées administrativement. Il tente de rassurer. Et donc, il déclare que les Walis qui n'ont pas, quand leurs proches ne sont pas bénéficiaires d'un quelconque avantage, ça rappelle un petit peu la dépénalisation de l'acte de gestion qu'on avait connu sous l'ère Bouteflika. Enfin, c'est une vieille question qui remonte encore à plus loin. Tant que l'État s'occupe du commerce, de l'économie, Ibn Khaldoun l'a si bien dit, on a un mauvais État et une mauvaise économie. L'idéal, c'est de séparer les deux. Ces deux champs différents qui obéissent à des logiques tout à fait différentes. Donc, cet engrenage, disons, contre nature, a produit des effets. On est en train de vivre ça. Si vous permettez, la phrase qui m'a choqué, c'est quand un chef de l'État parle au grand commis de l'État. Il leur dit « Ma tkhafouch mal harrach ». Parce qu'avant, le harrach, il khouf. Mais quand le harrach fait peur à des gens aussi bien placés, qui ont les missions et les rôles les plus importants de l'État, on a le droit d'avoir tous peur pour cet État et pour cette société. Ceci est la conséquence de la gestion par la peur. On a utilisé la peine pénale, l'emprisonnement, particulièrement la détention provisoire. Il faudra en parler, et puis ça touche tout le monde, comme un moyen de lutte et de régulation politique et sociale même. La conséquence, elle est là. Vous avez un État bloqué, entièrement bloqué du haut en bas. La solution, tout simplement revenir à l'ordre naturel des choses. C'est quoi l'État? C'est quoi le champ économique? Le domaine d'intervention de chacun. Donc, cette histoire de dépénalisation de la gestion, tout simplement, il faut que la gestion économique obéisse aux règles de gestion économique. Pas d'interventionnisme de l'État. Vous parlez des walis. Le wali, on lui demande de faire tout. Pendant les années 90, elle faisait allusion à ça, le chef de l'État. On les a
habillés, ont trié, on leur a demandé d'aller dans les montagnes et de combattre. Est-ce que c'est leur rôle? Actuellement, parce qu'il y a une crise économique, on leur demande d'être des générateurs de richesse. Eh bien, moi, je dis tout simplement que le Wali n'est l'un ni l'autre. Le Wali, ils sont là pour gérer les services publics de l'État au niveau local, les services déconcentrés et les services décentralisés de l'État, sans plus et sans intervention politique. Là, si vous me permettez, je crois que l'expérience de Bachir Frik, et je reviens, qui a connu la chose, il en a écrit et expliqué beaucoup. Ce qu'il fallait pas et ce qu'il faut faire aujourd'hui pour corriger un peu les choses. Pour corriger un peu les choses, Monsieur Lezari, vous ne pensez pas? On a quand même presque un gouvernement qui est derrière les barreaux des chefs de gouvernement. Est-ce que la manière de traiter les choses pendant le Hirak et d'avoir jeté tout ce beau monde en prison, est-ce que ça n'a pas participé justement, et jusqu'à dernièrement, Monsieur Bedoui, ça ne participe pas à justement refroidir toute l'administration, voire l'anesthésier? Je pense que c'est pire que ça. Ce que j'ai constaté et ce que constate tout le monde, c'est que l'intermédiation n'existe plus. Sous l'ère de Bouteflika, et ça a continué après, on vient de parler de la gestion par la peur, du tout sécuritaire et ainsi de suite. On a d'abord commencé par laminer la classe moyenne. La classe moyenne n'existe plus. J'ai posé la question tout à l'heure des détenus qui se retrouvent seuls, les personnes n'en parlent pratiquement personne. Les partis politiques, y compris les partis politiques démocratiques ou progressistes, n'osent plus faire de communiqué sur un certain nombre de questions parce que la peur est là, l'épée de Damoclès est là. Les syndicats sont réduits à leur plus simple expression et les associations, quand elles n'ont pas été dissoutes, se sont rétractées comme peau de chagrin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'administration, et c'est ça qui fait peur quand le chef de l'État met les Wali devant leurs responsabilités. C'est vous qui êtes responsable dans votre wilaya. Vous ne devez rendre compte à personne, y compris aux services de sécurité locaux, puisqu'il le dit. Si demain il y a un problème, c'est Adje qui s'en occupe, ce n'est pas vous. Donc, quand le Wali est là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand c'est lui qui est mis dans cette position? Ça veut dire que le Wali, en tant qu'administrateur, se retrouve face à la société, directement, comme le gouvernement se retrouve aujourd'hui face à la société. Sans corps intermédiaire, sans intermédiation, sans syndicat, sans association, sans parti politique et sans classe moyenne. Imaginons, mais je ne veux pas l'imaginer, si demain il y a le pire, si le pire devait arriver dans le pays, ce que personne ne souhaite, dans une situation pareille, qu'est-ce que vous allez retrouver face à une population protestataire ou contestataire qui n'est pas content de sa situation? Qu'est-ce que vous allez retrouver? Ça fait froid, non? Que vont faire les Wali? Sortir la police? Sortir l'armée? Tirer sur les gens? J'ose même pas imaginer ça. La raison voudrait qu'on revienne à une forme de gestion politique, dans le sens de police, de la cité, avec des partis politiques réhabilités qui ont le droit de manifester, de se réunir, de s'organiser en front ou ce qu'ils veulent, de syndicats, d'associations, de gens qui puissent s'exprimer dans des tribunes libres, dans les services publics, de la télévision, des radios, etc. etc. Qu'on revienne à une situation normale. C'est la seule possibilité. Souvent, ils parlent de face à la menace extérieure, il faut consolider le front intérieur. Mais le front intérieur, on ne voit pas, c'est ça le front intérieur. Tout à fait. Il n'y a pas d'autre front intérieur. Il n'y a pas d'autre front intérieur. Il parle aussi de... il insiste pour avoir un État moderne. Il y en a marre de l'État de peau de banane. Il tente de rassurer. Donc, toutes ces promesses, vous pensez, M. Radi, que ça va rassurer un peu les Walis et dégripper la machine? Moi, je suis effaré par l'absence d'intelligence. Dans le café des experts économiques, on parle toujours d'absence de vision stratégique, mais là, il manque même l'absence d'intelligence situationnelle, tactique. Le Sénat a la vision stratégique. Il n'y a pas une seule phrase qui nous projette sur 30 ans. Il n'y en a pas une seule. Voilà. Mais bon, on ne va pas demander ce type de projection. On demande à chacun ce qu'il peut donner. Mais sur l'opérationnel, parce qu'on était dans un débat sur l'opérationnel. Moi, je suis Wali, effectivement. Je vois le discours, et puis je vois que Nordin Bedoui a été arrêté au creux du mois d'août sur une affaire de Wali à Constantine qui remonte à 15 ans en arrière ou 10 ans en arrière. Nordin Bedoui n'avait pas la plus grande réputation
d'être un khallat, il n'avait pas la réputation de certains autres wali. On met ça sur la balance, je suis désolé. Et donc ça, c'est une erreur d'avoir été jusqu'à l'arrêter. Je signale que le juge, pour une fois, parce que c'est une question, le juge de Sidi Mohamed l'a mis sous contrôle judiciaire. Et c'est la chambre d'accusation qui a transformé la mise sous contrôle judiciaire en mandat de dépôt. Ça veut dire que c'est une injonction politique. C'est un peu comme dans le cas de Khaled Rani, qui avait été aussi dans ce cas-là, qui a appris à ses dépens une semaine après qu'il devait passer par la case prison. C'est clairement politique. Bon, ça nous amène à nous poser la question, est-ce que l'administration la plus, finalement, celle qui obéit le plus aux politiques, enfin, et d'ailleurs qui ne devrait pas être une administration, c'est supposé être un pouvoir, ce n'est pas celui des magistrats. Mais quand on insiste autant, en fait, le message qu'on est en train d'envoyer, c'est que les walis vont plutôt regarder cela, dire... Nourdine Bedoui, il est supposé être protégé, il a rendu un service immense au régime, il a joué la transition, il a Qabl al-Hirak, Asmo Kan Fizanqa tout le temps, il a fait tout cela, il ne peut même pas bénéficier de la tranquillité. Chadli Bejli, il a été respecté, l'Askar l'ont peut-être poussé à la porte, mais il a vécu tranquillement après. Moi, je ne pensais pas qu'on allait chercher Nourdine Bedoui. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble quand même à une insistance venant de la présidence de la République, parce que Nourdine Bedoui n'était pas, peut-être, j'en sais rien, mais dit-on, très favorable à la candidature de Abdelmadjid Tebboune et plutôt favorable à celle de Mehoubi. C'est ce qui se dit. Mais pourquoi insister autant au point de, pour répondre à ta question, Amira, voilà, pousser le doute plutôt dans le sens, il ne va pas nous protéger. Alors, si on ajoute le privé, parce que le discours, ils le tiennent depuis longtemps, même le privé leur dit c'est terminé, maintenant celui qui travaille bien, travaillez, on est derrière vous, on vous protège, etc. Vous avez l'exemple de Mohamed Affan, investisseur à la fois culturel et à Oran. Il a ouvert un théâtre, il a l'hôtel, il a rétabli la maison de Yves Saint Laurent, il travaille pour le tourisme, etc. Il est recherché et il a tout fermé. Alors là, c'est du sécuritaire parce qu'il aurait reçu donc un dîner. Pour les hommes d'affaires à Oran et ailleurs qui veulent faire des choses, etc., c'est quoi le message? Mais c'est contradictoire parce qu'on voit la volonté chez le président de la République qu'il y ait des investissements, qu'il y ait des emplois, parce que là, on voit bien que le peuple est, enfin, avec ce chômage, ce nombre de harragas qui se jettent en mer parce qu'ils ne trouvent pas de solution, pas de travail, ni de rêve, ni de possibilité de les réaliser. Donc, il y a une volonté qu'il y ait de l'investissement, mais en même temps, on voit qu'il n'arrive pas à rassurer. Il n'arrive pas à rassurer. Oui, mais enfin, il n'arrive pas à rassurer parce que les actes de la politique par la peur sont toujours plus impactants qu'un discours. Voilà, c'est les actes... Voilà, j'ai cité le dernier à Oran, qui est quand même spectaculaire. On devrait féliciter ce monsieur pour tout ce qu'il est en train de faire. Moi, j'étais aux Jeux méditerranéens, il y avait un engouement pour la maison Yves Saint Laurent, etc. Donc, si c'est cela le message qu'on va continuer d'envoyer, c'est comme pour la presse. Il ne faut jamais oublier que cet été, il y a un extrait qui tourne sur les réseaux sociaux où Abdelmadjid Tebboune jure qu'aucun journaliste n'ira en prison pour son travail professionnel. Oui, et là, le journaliste de Choroq est derrière. Qui vient télescoper directement. Et donc, c'est à lui, en fait, de répondre à ça. Si un jour, il invite de vrais journalistes à une vraie conférence de presse, c'est à lui de répondre à cet écart dont tu parles entre essayer de convaincre et puis les actes qui, eux, vont à contre-courant et qui sont, en fait, ce qu'on retient en dernière instance. Peut-être un peu trop susceptible, le président de la République. Donc l'Algérie invite de manière officielle, le Maroc à travers notre ministre de la Justice. Est-ce que, Monsieur Lapter, le roi nous fera le plaisir de venir au sommet du 1er novembre? Écoutez, j'en sais rien, je ne suis pas dans les coulisses du pouvoir de la monarchie. C'est une invitation officielle maintenant. Oui, l'invitation est officielle. Notre ministre est parti, il lui a remis, donc la décision lui revient en fin de compte. Moi, je trouve que c'est une excellente chose, je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que je fais la différence, et je pense que tous les Algériens la font et l'ont toujours fait, entre les sentiments de fraternité réelle, basés sur des faits historiques, géographiques, culturels, de langage, de religion et d'autres, entre le peuple marocain et le peuple algérien qui ne font en fin de compte qu'un seul peuple, et un jour ou l'autre, ils iront vers ce qu'on souhaite tous, c'est-à-dire l'union, une véritable union maghrébine qui regrouperait ces pays-là. On en rêve tous.
et tous les peuples du Maghreb. Ça, c'est une chose. Maintenant, la politique a voulu qu'il y ait des problèmes, des désaccords dont on connaît la cause, on connaît le pourquoi et le comment en gros, mais l'intelligence politique voudrait qu'on ne coupe pas, y compris dans les pires moments, toute relation et tout contact avec la personne avec laquelle on est en désaccord. Surtout quand c'est votre voisin. Sans l'absence du roi Mohammed VI à un sommet arabe aussi important et auquel tient par-dessus tout le chef de l'État, serait dommageable pour l'Algérie et pour le chef de l'État qui insiste beaucoup. D'autant plus, et il ne faut pas l'oublier, que le Maroc fait partie d'une vaste coalition qui le soutient, qui va de l'Arabie Saoudite au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à la Jordanie, et ainsi de suite. C'est un ensemble. Et donc, quand on dit le roi du Maroc, il faut penser à un ensemble, à un poids politique et à des influences énormes auxquelles l'Algérie n'échappe pas. Donc, sa présence, s'il le vient, est importante. Après, j'espère que ce premier pas permettra de rabibocher les politiques et d'arriver un jour à ce dont on a toujours tous rêvé. Ça apportera plus d'apaisement entre les deux peuples, monsieur le ministre? Certainement, enfin, je n'ai rien de particulier à dire là-dessus, mais je dirais tout simplement que je crois qu'on est condamné à nous entendre. Pas à nous entendre, mais à être une entité politique unique. On ne peut pas être quelque chose de valable en face à une Europe, face à d'autres groupements à l'échelle du monde. Donc, personne n'a le choix de son voisin. Donc, au lieu, faisons la paix et faisons des projets communs. Monsieur Radi, cette Non, je pense qu'il ne invitation. faut pas trop s'enflammer. Donc, évidemment, ça, ce sont nos principes. On y croit plus que tout. Nous, on a toujours plaidé, notamment dans une période antérieure, avant la radicalisation du conflit, à ce que la frontière s'ouvre. L'Algérie restant sur ses positions sur la question du Sahara occidental. On avait une période où la frontière était ouverte entre 89 et 94, avec des prisonniers de l'armée marocaine, des phares à Tindouf, au même moment. Pour dire qu'aujourd'hui, encore plus, on aurait pu avoir la réouverture de la frontière terrestre et des échanges commerciaux et économiques qui permettent au peuple de se connaître et donc d'éviter de mieux se connaître, parce qu'on se connaît malheureusement de moins en moins. Donc, je ne dis pas normalement parce que on est sur le court terme, là, on est sur une opération de manœuvre diplomatique. Et je pense que les deux parties, objectivement, ont intérêt à ce que le roi du Maroc vienne à Alger et l'Algérie reçoive le roi du Maroc. L'Algérie, ça permettrait au régime Tebboune de Derrida, était fédérateur, et il a réuni tout le monde à l'occasion de ce sommet arabe, et donc ce serait un bon point pour lui. Et la position du Maroc, ce serait de dire je peux aller en Algérie en dépit de tout ce qu'on a pu dire sur nous, et en dépit du rapprochement avec Israël, et en dépit de tout. Donc nous sommes quand même quelque part incontournables. Et donc, compte tenu de la fragilité de la conjoncture marocaine, il ne faut jamais oublier que le Maroc, sur le plan économique, ils ont eu une sécheresse très très dure cette année, et c'est devenu très très difficile. Et donc, c'est opportun pour eux, et donc notamment pour le roi, de pouvoir venir à Alger. Il faut rappeler qu'il était venu, la dernière fois il était venu, c'était pour un sommet arabe aussi, à l'avènement de Abdelaziz Bouteflika au début de son règne. Voilà, donc ça c'est le court terme. Mais après, les lampes vont peut-être s'éteindre et on va revenir dans le blackout. Et d'ailleurs, la question qui se pose avant le 1er novembre, c'est est-ce qu'il y aura un apaisement? Parce que le discours, il est toujours, moi je vais sur l'IATM entre guillemets, c'est le discours anti-marocain violent est toujours là. Et donc on a parfois le sentiment que en fait c'est juste une formalité, on fait semblant d'inviter, mais on n'a pas envie qu'ils viennent. Si on a vraiment envie qu'ils viennent, en principe le discours anti-marocain tel qu'il est porté par les médias, il est violent, il est très violent, devrait voilà, c'est les bons usages, devrait ne pas valer de la même façon. Si le roi compte venir en Algérie, il devrait faire un bémol aussi dans sa communication, notamment aux Nations Unies avec le fou furieux qui veut absolument faire un référendum en Kabylie. D'accord, on passe. Puisqu'on parle de l'Union des peuples du Maghreb, avoir ne serait-ce qu'une pensée pour nos amis tunisiens, parce que la Tunisie, elle, vit une situation extrêmement difficile, pire que celle que connaît le Maroc. Il y a des scènes de chaos parce qu'il y a des pénuries terribles. Et peut-être qu'ils vont passer sous les forces codines, comme on dit, du FMI. Et là, c'est des conditionnalités et on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Nos amis tunisiens, c'est vrai qu'ils vivent une situation... On passe à l'international, donc l'Iran.
qu'est-ce qui se passe en Iran, Tu monsieur, parles pas d'italien? monsieur Lapter? Je la laisse pour la fin. Je la laisse pour la fin. Ah, vous L'Iran. savez très bien, Madame Bouraoui, que l'Iran, c'est pas ma tasse de thé. C'est tous les jours. Mais que- ce qui s'est passé d'abord pour la jeune fille de 22 plais- ans, je je sais justement, c'est pour ça que je me tourne vers vous. Je vais le dire franchement, ce qui se passe en Iran, au-delà de toutes les manipulations, au-delà de la main de l'étranger, parce que chaque fois qu'il y a des problèmes dans un pays, notamment les nôtres, ceux qui sont dirigés par des gens qui ne sont pas très portés sur la démocratie, on désigne l'étranger. C'est le Satan américain, c'est l'Arabie saoudite qui ne nous aime pas, c'est possible. Il y a tellement de jeux complexes dans ce monde complexe que tout est possible. Mais je vous assure que depuis l'avènement du régime des Mollahs Mollahs, en 79. en 79, et ils n'ont pas été tendres avec nous dans les années 90, puisque leur ambassade à l'époque avait joué un jeu très très dangereux et très trouble, encourageant des groupes intégristes dans les tentatives de déstabilisation de l'Algérie et donc de l'avènement d'une république islamique et de l'application de la charia en Algérie, et qui a mené l'Algérie à l'époque, en lutte contre l'intégrisme, à couper les relations, à arrêter les relations diplomatiques avec l'Iran. Il ne faut pas l'oublier. Depuis l'avènement du régime de Khomeini, je rêve de ce jour qui vient d'arriver. C'est-à-dire de voir... Il y a quand même des dizaines de morts aussi, c'est une situation... Ça, c'est une autre histoire. De voir le peuple iranien, oui, parce qu'au départ, c'était une jeune femme de 22 ans. Maintenant, Oui. c'est des femmes et des hommes partout dans tout à le fait. pays qui se soulèvent. Le voile, c'est un prétexte. En fait, il se lève contre des lois d'un autre temps, contre des lois injustes, contre des lois injustes, oui. liberticides, Tout à fait. qui les obligent à vivre selon des principes et des dogmes qui ne sont plus de ce temps. Donc tous les jours, je relaye et je suis content et j'espère que ce mouvement, qui continue d'ailleurs à l'heure où on parle, ne va pas déstabiliser l'Iran, ce n'est pas ça l'objectif recherché, mais au moins à amener le régime, s'il est intelligent, à lâcher du lest et à mettre fin à un certain nombre de lois, notamment le port obligatoire du hijab, et à dissoudre les gardiens, la police des mœurs et les passedarans. Monsieur Mela, vous pensez que toute cette pression va pousser les mollahs à revoir cette loi injuste de l'obligation du port du voile? Enfin, il faut vraiment connaître la situation propre à l'Iran pour pouvoir s'exprimer, mais je dirais tout simplement que, en général, beaucoup d'États nationaux dans l'hémisphère sud, tout simplement, ont produit des impasses historiques. Donc, quand on constate ce genre de révolte, ce genre de révolution un peu partout, ça traduit cette volonté des peuples à se libérer d'abord du pouvoir en place qui n'ont plus rien à offrir comme perspective à leur peuple. À leur peuple. Monsieur Qadi... Amira, je pensais qu'il fallait donner quand même un aspect plus empreint de féminité, de féminisme dans un dossier comme cela. C'est pas un dossier politique comme les autres. Je suis étonné. là. Je suis là pour modérer, de prendre vos C'est les avis. femmes qui font l'événement, quand même. Il fallait inviter des femmes. Il fallait inviter des femmes. Elle a raison. C'est pas moi qui invite. Hein. On aurait dû avoir une femme avec nous. Ça va Mais venir. je ne prétends pas les représenter, mais je Non, dis publiquement... plus féministe que vous, monsieur Le Zahari, je ne connais pas, surtout chez la gente masculine. Que je suis un féministe convaincu, que je Convaincu le combat des et- femmes, que et- ce soit en Iran, en Afghanistan, en Algérie ou partout dans le Et monde. c'est pour ça qu'on vous adore, monsieur Le Zahari. C'est pour ça qu'on vous adore. On passe à l'Italie. Qadi voulait... Ah, il veut dire quand même un mot. Oui, quand même, un mot. Elle a décidé de te censurer aujourd'hui. Oui, voilà. Là, c'était le début de l'émission. Un mot sur l'Iran. Non, un mot sur l'Iran, c'est... En fait, quand le Zahari dit « j'attendais ce jour », c'est parce qu'il sait que le sens de l'histoire veut que ce jour arrive. Et on est dans le sens de l'histoire. Oui, On est un dans le grand sens de l'histoire. soutien aux C'est-à-dire que, femmes iraniennes. voilà, tout comme on sait que partout où il y a une pression autocratique, dictatoriale Ça forte, finit. il y aura une insurrection un jour. C'est-à-dire On que le sait. régime des Mollahs Voilà. ne s'est pas rendu compte que le monde a changé. Absolument. Il est resté enfermé, alors que les Iraniennes, Alors- elles ont accès à Alors Internet. la première leçon, elles c'est sont, on se rend oui. compte avec ces femmes qui se dévoilent de la force, la puissance et de l'historicité de la culture persane et de ce que Ah oui, une très belle culture, la magnifique culture perse. culture. C'est pas quelque chose qu'on étouffe comme cela.
Et d'ailleurs, on peut même s'étonner que c'est duré aussi longtemps. Aujourd'hui, effectivement, si ils n'ont pas un Ahmed Gaïd Salah chez eux, ils vont peut-être prendre les bonnes mesures, celles d'assouplissement, de l'ouverture, d'aller à la... C'est pas ça qui a été choisi. C'est la répression et il y a des morts et il semblerait qu'il y en a malheureusement beaucoup. Et je pense qu'il faut prendre position en faveur de ces femmes. Il faut prendre position en faveur de tous les gens qui veulent aller dans le sens de l'histoire, dans le sens de liberté. La leçon, c'est on ne peut pas imposer, c'est les libertés individuelles, on ne peut pas imposer. L'Atatürkisme a voulu coûte que coûte moderniser au pas de force la Turquie. Si ça se fait de façon autoritaire, ça donne un mouvement inverse, ça a donné un mouvement de retour vers la tradition sur une partie de la société turque. De même, en France, quand on oblige les femmes à enlever le voile, on ne peut pas être du côté de celui qui les oblige à enlever le voile. C'est le respect des libertés individuelles. Aujourd'hui, en Iran, c'est de ça qu'il est question. Et en terre d'islam, l'avenir, il sera comme ça. Les gens pourront choisir ceux qui sont et seront interpellés, les pays, les régimes seront interpellés sur la capacité à reconnaître les différences et les droits des minorités. Alors, on reste encore sur les femmes. Hein. Elle s'appelle Giorgia Meloni. C'est une femme politique italienne. Elle a 45 ans. Elle est de père communiste. Elle est d'une mère qui est plutôt à droite. Elle a créé un parti qui s'appelle Fratelli d'Italia en 2013. Et elle fait trembler presque l'Europe, hein, parce que c'est une dame qu'on accuse d'être à tendance fasciste. Elle aurait déclaré en 1996 que Mussolini était un bon dirigeant. Et à chaque fois qu'on lui évoque cela, elle dit « Basta parlare del passato ». On arrête de parler du passé. Du passé, mais le passé, faut-il l'oublier? Faut-il l'oublier, monsieur Elzari? Non, le passé nous rejoint toujours. De toutes les façons, ça c'est clair. Mais pour revenir à cette dame, il faut préciser ce que veut dire Fratelli d'Italia. Ça veut dire frère d'Italie. Frère d'Italie, ça veut tout dire. Mais sa politique anti-immigration, oui, sa politique anti-bureaucratie européenne. Dans l'appellation de son parti, c'est tout un programme déjà. Frère. Oui, frère. Les frères. Voilà, frères sauf les immigrés. Évidemment. Si elle fait trembler l'Europe, je ne sais pas trop, mais ça pose problème. Ça pose problème déjà pour nous. Parce que nous avons des relations historiques très fortes avec l'Italie. Depuis toujours. L'Italie est un pays pivot qui a soutenu l'Algérie. On connaît l'histoire, la guerre de libération, le pétrole, la coopération sur le plan culturel, etc. Donc ça pose un problème. Et ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire les contrats très très forts en termes de pétrole et de gaz avec l'Italie du temps de Mario Draghi. Est-ce que, la question qui se pose, est-ce que cette dame que vous décrivez ainsi, et elle n'est pas loin de ce portrait, aura la mauvaise idée de remettre en question ça? Je ne crois pas, parce que les intérêts priment généralement sur l'idéologie. L'Algérie, de son côté, a toujours respecté ses engagements avec n'importe quel pays, et je ne pense pas que l'avènement de cette dame en Italie va remettre en cause les relations stratégiques avec l'Algérie. Maintenant, ça pose problème parce que ce n'est pas la seule. Il ne faut pas oublier que la France a failli basculer dans l'extrême droite avec Zemmouri et notamment Marine Le Pen, il n'y a pas très longtemps. Et en Europe, nous avons d'autres pays, le plus connu c'est la Suède. Il n'y a pas que l'Italie qui vient de basculer, il y a aussi la Suède. Et cette tendance vers une résurgence de l'extrémisme, de l'extrême droite en Europe et ailleurs est évidemment inquiétante parce que ces gens ne sont pas porteurs de valeurs, j'allais dire progressistes. Et ça, c'est mauvais pour nous et c'est mauvais pour le monde. Monsieur Mla, ça vous fait peur? Absolument, parce que le retour des extrémismes en général fait peur, mais je crois qu'il faut s'interroger sincèrement sur le pourquoi des choses. Pourquoi les peuples se tournent à un certain moment de leur histoire vers ces valeurs qui rappellent de mauvais souvenirs. Absolument. Qui rappellent de mauvais... Absolument. Monsieur Radi, vous ne pensez pas justement qu'on arrive davantage à convaincre à travers les discours populistes quand l'économie va mal, quand c'est un peu ce qu'on a vécu au début du siècle dernier? Oui, c'est une corrélation évidente. C'est une corrélation évidente. Peut-être pas seulement l'économie, il y a des statuts. L'Italie elle a été défaite à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était quand même une ancienne puissance coloniale, la Libye, l'Éthiopie. C'est un pays qui s'est relativement déclassé un peu au même titre que d'autres pays en Europe. La France, par exemple, qui n'est plus l'empire qu'elle a pu être, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, on voit l'évolution. Et donc, il y a un repositionnement dans ce reclassement, qui est en fait un déclassement,
qui peut pousser les peuples à se refermer sur eux-mêmes, à rejeter l'émergence du reste du monde. Elle fait beaucoup de promesses, hein, Giorgia Meloni. Elle fait énormément de promesses qu'elle aura du mal à tenir parce que l'Italie souffre énormément économiquement, elle a énormément de dettes, elle ne peut pas se passer l'immigration, c'est la main-d'œuvre essentielle, donc c'est des promesses qu'elle aura du mal à tenir. D'où l'importance du choc, tu disais au début de ton introduction sur cet événement, que ça fait trembler l'Europe. La Suède, il y a Orban aussi, un populisme radical en Hongrie, il y a des menaces. L'Italie, c'est quand même le 3e PIB en Europe, dans la zone euro. C'est le 3e, enfin, dans l'Union européenne, pas seulement dans la zone euro, derrière l'Allemagne et la France. Et donc, sa politique vis-à-vis de Bruxelles, ils sont en train de rejeter les limitations de ça sur les dépenses publiques. Il y a dans le populisme une volonté d'aller, de s'émanciper, de récupérer de la souveraineté, etc. Et donc il y a un risque d'éclatement et de risque aussi financier parce que la dette, c'est un pays surendetté, c'est l'un des pays les plus fragiles en Europe. Pourtant, il a été soutenu par l'Europe malgré le soutien. Il risque par sa politique de faire éclater la zone euro. Voilà. Donc le risque, il est d'abord économique. Ensuite, il y a aussi les valeurs. Et donc là, on a essayé de sanctionner Orban. La Hongrie ne recevra pas les fonds structurels de l'Union européenne pendant une certaine période à cause des positions anti-droits de l'homme, non-respect des minorités de la Hongrie. Ça a été voté par le Conseil. Et là, dans le cas d'Italie, on est au cœur de ces membres fondateurs de l'Europe. Ça devient très sérieux. Ça, c'est pour eux. Mais 2 leçons quand même pour nous. La première, c'est l'amateurisme des AE qui ont laissé Abdelmadjid Tebboune nous vendre l'Italie comme un partenaire stratégique. Au moment où Draghi est venu ici, on savait que dans les sondages, il était menacé, que sa vie politique était limitée. Et donc, c'était une grossière erreur d'avoir exagéré l'importance stratégique du lien avec l'Italie. On va plus parler du rapatriement de l'Harraga dans l'avenir que de gaz, parce que le gaz, ça va continuer à fonctionner. Ce n'est pas un problème, c'est dans le pipe, c'est dans le gazoduc. Mais on va plus parler des thématiques, de ces thématiques qui fâchent. Parce qu'on s'imagine que Le Pen arrive au pouvoir en France. C'est de ça qu'on va surtout parler. On sera obligé d'avoir une relation avec un président français. Je ne leur souhaite pas, les Français, de l'avoir comme président. Et donc, ça change complètement la nature de la relation. Et donc, avec l'Italie, on ne peut pas parler de l'Italie de la même manière. Ce n'est pas vrai. C'est avec un gouvernement xénophobe. Donc, c'est ça, la première leçon. C'est pour moi, l'amateurisme. Je ne sais pas comment on a laissé dire à Abdelmadjid Tebboune que l'Italie. Voilà. On est là, on est dans de beaux draps. Le partenaire préféré de la présidence a viré Brune. Chemise brune, fasciste. Oui, c'est une grave erreur. La deuxième, c'est une leçon personnelle, moi, que je renvoie aux gens de la caserne de Antar, qui me disaient encore la dernière fois quand ils m'ont raflé, Ndoumanouaya, les démocrates, voilà, vous travaillez avec le peuple, machin, etc., mais qui les islamistes, et c'est après nous qui sommes obligés de venir sauver les choses. Et moi, je disais, laissez-nous voter, et on verra après, laissez-nous voter, on verra après. Il faut laisser les peuples voter. Les peuples de là-bas, on a plein d'immigrés qui vivent sur du 20%, 25% d'extrême droite en France et ailleurs en Europe. Ça ne les gêne pas. Eh ben moi, je suis prêt à prendre le risque de vivre avec 20%, 25% d'islamistes dans le Parlement en Algérie. Laissez-moi choisir librement mes députés et mon président. Laissez-le choisir librement, ses députés, ses présidents. Nous espérons donc garder de bonnes relations quand même avec l'Italie, un pays ami. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été parmi nous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bonne soirée. Pour bien s'entendre, il faut bien s'y